Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, le verset 4. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans votre journal pour l'actualité. Faisons place au sommaire. En Côte d'Ivoire, l'État d'Israël réhabilite les locaux du dortoir de l'orphelinat national des filles de Grand-Bassam. La cérémonie a eu lieu le mardi dernier en présence de l'ambassadeur de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire, le docteur Eli Bentoura, et du représentant du Parlement israélien, Eli Alalouf, arrivé de Jérusalem. La ministre rwandaise des Affaires étrangères est bien placée pour succéder à la Canadienne Michèle Jean à la tête de l'institution internationale lors du sommet qui se tient actuellement dans la capitale arménienne. Nous en reparlerons bien entendu dans quelques instants. Enfin, aux États-Unis, le puissant ouragan Michael a frappé de plein fouet le nord-ouest de la Floride hier mercredi en milieu de journée avec des vents de 250 km/h, laissant dans son sillage des destructions, des dégâts importants et des inondations sur le littoral. En Côte d'Ivoire, l'ambassade de l'État d'Israël a procédé le mardi 9 octobre dernier à la remise des travaux de réhabilitation d'un dortoir de l'orphelinat national des filles de Grand-Bassam, ville balnéaire du sud de la Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est déroulée en présence de son Excellence Dr Eli Bentoura, ambassadeur de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire. Il avait à ses côtés Eli Alalouf, le représentant du Parlement israélien arrivé de Jérusalem. Reportage Franck Colbert, commentaire Daniel Kragbi. Maintenant, à venir Vonga Grâce. J'ai 12 ans, je suis en classe de CM1. Je suis orpheline de mère. Je suis contente qu'on a habilité notre dortoir, comme ça j'ai bien travaillé à l'école. Bonjour, je me nomme Nguesson Marie Ariane. J'ai 13 ans, je suis au CM2. Je suis arrivée ici depuis 2012. Depuis qu'ils ont arrangé tout le dortoir, je me sens à l'aise. Je suis contente. Ça va me permettre de bien travailler aussi à l'école. Je peux faire plaisir aussi à la directrice et à tous mes camarades et à mes parents. Ces phrases empreintes de joie et d'émotion témoignent des sentiments de l'ensemble des pensionnaires de l'orphelinat national des filles de Grand-Bassam, première bénéficiaire de l'action sociale de l'ambassade de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire. Le mardi 9 septembre dernier, une délégation israélienne forte de l'ambassadeur Son Excellence Dr Eli Bentoura et du représentant du Parlement israélien, Eli Alalouf, était dans les locaux de l'orphelinat national des filles de Grand-Bassam. On comptait également au rang des officiels le représentant du ministère de tutelle, le ministère ivoirien de la femme, de la famille et de l'enfant, les autorités préfectorales et les élus locaux. Une seule raison était au centre de cette rencontre, la remise des travaux de réhabilitation d'un dortoir de l'orphelinat de Grand-Bassam. À cette occasion, le représentant du Parlement israélien, Eli Alalouf, a prodigué de sages conseils aux jeunes filles, les exhortant au travail pour le meilleur de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui pouvez faire que le monde soit plus beau, que les injustices diminuent ou disparaissent. C'est par vous qu'on pourra faire un nouveau monde. Nous, les officiels, nous n'avons qu'une tâche, c'est de vous servir, de vous aider à obtenir ce que vous devez recevoir pour être meilleur dans l'avenir. Et ça peut se faire. Le représentant du Parlement israélien a également partagé avec l'auditoire son expérience professionnelle. Excusez-moi, je vais parler de moi. Moi, je suis né au Maroc, pays colonisé comme l'était la Côte d'Ivoire. Et j'ai décidé d'aller au pays de ma foi, de ma croyance, la croyance juive, basée sur la Bible, l'Ancien Testament. Et donc, je suis allé habiter en Israël il y a plus de 50 ans. Moi-même, je ne me connais que orphelin. À l'âge de 4 ans, mon père est mort et il a laissé ma mère, cette femme merveilleuse, avec 10 enfants. Moi, j'étais le numéro 9. Et nous avons décidé qu'on ne serait pas pauvre, qu'on ne serait pas faible. Parce que notre mère nous a dit qu'il faut absolument que vous sachiez vous débrouiller pour atteindre le summum. Et donc toute ma vie, pendant 50 ans, je n'ai fait que du social.
Le représentant de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Latmel Alain Didier, directeur national de la protection de l'enfant, s'est réjoui de l'excellente coopération ivoiro-israélienne et a salué l'humanisme et l'esprit d'ouverture de l'ambassadeur, le docteur Eli Bentoura. Je veux, à l'entame de ce propos, me féliciter de l'excellente relation qui existe entre la Côte d'Ivoire et la belle nation d'Israël. Et dans le même temps, saluer la volonté manifestée d'Israël de se tenir toujours aux côtés de nos institutions par le canal de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, que je veux que nous saluions par les acclamations. Depuis votre arrivée à Abidjan, dans le courant de l'année 2016, des ONG, des institutions, des personnes ont bénéficié de vos actions sociales. Soyez-en remerciés. En presque 2 années, Excellence, votre détermination à aider au développement de la personne et aux institutions nationales l'a été à travers l'appui au domaine sectoriel, priorisé de travailler au renforcement de la collaboration entre nos 2 pays. Cette volonté manifeste se traduit bien entendu aujourd'hui encore à travers votre présence aux côtés des pensionnaires de l'orphelinat national des filles de Grand Bassam. Je me réjouis particulièrement de représenter aujourd'hui ici à Grand Bassam, ville historique chargée de symboles, en présence des autorités de cette ville pour la cérémonie officielle de remise des locaux réhabilités de l'orphelinat national des filles de Grand Bassam par les soins de l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire. Après les allocutions, l'ambassadeur de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire a procédé symboliquement, en présence des autorités de la ville, à la remise du bâtiment rénové. La directrice de l'orphelinat Siloué Lonfo a dit sa joie de bénéficier de l'assistance israélienne qui, selon elle, permettra à ses pensionnaires de vivre dans de meilleures conditions. Les enfants seront désormais dans des conditions agréables. Quand je dis agréable, c'est vraiment tout un tout qui a été rénové. Au niveau de la plomberie, la menuiserie, la maçonnerie, la peinture, tout a été rénové et nous avons désormais des locaux flambants neufs. C'est en cela que ma joie est très immense. Et j'exprime la joie également de mes filles parce que je sais que quand elles sont dans de bonnes conditions, c'est moi la mère qui suis également dans ces conditions favorables-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis une mère comblée. Quelles sont les conditions pour accéder à l'orphelinat des filles de Grand Bassam, Madame la directrice? Alors, pour les conditions d'admission dans notre structure, c'est un processus et les parents qui désirent, sinon le répondant qui désire envoyer son enfant en institution, soumet une demande au ministère, parce que nous sommes une structure étatique, soumet la demande au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant via la direction de la protection de l'enfant. Et donc, lorsque la demande est reçue, une équipe est diligentée sur le terrain pour mener une enquête, pour voir réellement si l'enfant est dans des conditions qui nécessitent son admission en institution. Et après l'enquête menée, il y a une commission qui siège. Au terme de la cérémonie, le diplomate israélien, le docteur Eli Bentoura, s'est exprimé au micro de LMTV. Bon, depuis que je suis arrivé ici, nous avons mis comme notre but d'engager dans la vie sociale de la société de Côte d'Ivoire, des Ivoiriennes. Et une des choses que nous avons vues, que des grandes priorités, c'est l'orphelinat ici, à Aboubo, à Benjerville et même à Yopougon. Et en effet, nous avons fait plusieurs activités, pas seulement ici, même à Aboubo, même à Benjerville. Ici, la dernière fois que nous étions ici, j'ai constaté que les bâtiments étaient dans une très mauvaise étape. Et nous avons offert de renouveler les bâtiments
et de un peu donner les filles un bâtiment qui sera plus agréable, plus bien pour l'esprit. Et voilà, et je suis très content qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à ce moment d'inaugurer le réfectionnement. On a fini de réfectionner le bâtiment. C'est lui qui sauve une âme, sauve le monde entier. Et vous savez, les filles qui habitent ici, quand les conditions sont bonnes, ils peuvent arriver plus loin. Et ça les donne, ça les motive, ça les améliore l'état d'esprit. Et je crois qu'il peut arriver plus loin. L'orphelinat national des filles de Grand Bassam, ville balnéaire du sud de la Côte d'Ivoire, a été créé en 1972. Il a une capacité d'accueil de 105 pensionnaires, un nombre évolutif selon les besoins du moment. L'orphelinat reçoit également des enfants en situation difficile, des enfants dont les parents sont dans une extrême précarité, des salles de classe, une infirmerie, une administration, des dortoirs et un réfectoire, tel se présente le patrimoine de l'orphelinat national des filles de Grand Bassam. En RDC, des jeunes étudiants ont manifesté contre l'insécurité grandissante dans la ville de Béni, dans la province du Nord Kivu. Victimes des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles ADF, ils ont décidé de crier leur ras-le-bol et déléguer des parlementaires. Les images. Des cris désespérés, des slogans qui réclament la paix et une jeunesse désabusée. Devant l'hôtel de ville de Béni où des barricades ont été érigées, des centaines d'élèves ont décidé de spontanément exprimer leur colère. À l'occasion d'une visite d'inspection de l'insécurité de membres de l'Assemblée nationale, ces écoliers ont décidé de dire stop. Moi, je suis élève, je suis étudiant, mais je n'étudie pas à cause de la guerre. On a déjà perdu beaucoup de nos frères, de nos mamans. C'est inutile d'étudier actuellement. Tu étudies, tu es dans votre salle directement des coups de bas. On a perdu l'année passée, nos sœurs, ils étaient à l'examen d'État. Ça montre quoi? C'est l'efficacité de l'État. Des délégations chaque jour, des délégations. Trop c'est trop. Nous voulons la paix. Une délégation surprise par cette manifestation. Qui dit avoir reçu le message? Nous sommes tombés sur une manifestation d'écoliers qui manifestent leur ras-le-bol par rapport non seulement au massacre qu'ils vivent au quotidien, mais aussi par le fait qu'ils sont solidaires. Ils sont solidaires de tous leurs condisciples qui ne savent pas aller à l'école parce que leurs écoles sont fermées pour des raisons sécuritaires. Reste à voir si des décisions seront enfin prises à Kinshasa pour que les élèves ne risquent plus leur vie en voulant tout simplement étudier. Assassinat ou disparition forcée, la question reste sans réponse. L'affaire Khashoggi, du nom du journaliste saoudien dont on reste sans nouvelles depuis une semaine alors qu'il s'était rendu dans les locaux du consulat saoudien à Istanbul. Le mystère continue d'alimenter les commentaires autour de la disparition de Jamal Khashoggi, critique du pouvoir de Riyad et qui écrivait pour le journal américain Washington Post. Les images. Sur ces images diffusées par une chaîne turque, Jamal Khashoggi pénètre dans le consulat saoudien d'Istanbul. Derrière lui, on aperçoit une camionnette noire garée à proximité. Sur ces autres images, quelques heures plus tard, un véhicule similaire entre dans la résidence diplomatique pour repartir ensuite vers la maison du consul. Selon la police turque, le journaliste saoudien n'est jamais ressorti du consulat. Elle affirme qu'un groupe de 15 Saoudiens a fait l'aller et retour à Istanbul pour se rendre au consulat le jour même de la disparition du journaliste. Ce serait ici leur avion privé, sur le tarmac de l'aéroport d'Istanbul. Avec ces nouvelles vidéos, les médias se demandent désormais si Jamal Khashoggi n'a pas été enlevé puis ramené de force dans son pays. Le journaliste saoudien est connu pour ses critiques envers Riyad. D'après le Washington Post, les services de renseignements américains auraient intercepté des communications entre responsables saoudiens évoquant son enlèvement quelques jours avant sa disparition. J'exclus la possibilité que le gouvernement se soit débarrassé de lui. Pour la simple et bonne raison qu'il est un fils du royaume saoudien, un ami de la famille royale, et qu'il n'a rien fait qui mérite qu'on le tue. L'Arabie saoudite nie catégoriquement la thèse de l'assassinat et affirme que Jamal Khashoggi est bien ressorti du consulat. Mardi, les autorités turques ont obtenu l'autorisation d'inspecter les locaux, mais cette fouille n'a pas encore eu lieu.
3500 invités en provenance de plus de 40 pays sont ce jeudi à Erevan, en Arménie, pour le 17e sommet de la francophonie, dont 26 chefs de gouvernement et 9 premiers ministres. À ce sommet, il sera question de l'élection de la secrétaire générale de l'OIF. Justement, à cet effet, le président français Emmanuel Macron était à la tribune pour promouvoir le français. La grande famille francophone réunie à Yerevan, c'est le Premier ministre arménien Nikol Pachinian qui a ouvert ce 17e sommet de la francophonie jeudi, en français bien sûr. Après un vibrant hommage consacré à l'enfant du pays, l'artiste français décédé la semaine passée Charles Aznavour, Nikol Pachinian met en avant son pays, l'Arménie, jeune membre de l'organisation mais fervent défenseur de la langue française. Son contribution et son apport aux travaux et activités de nos instances, au même titre que sa volonté de faire rayonner la francophonie dans cette région, ont certainement valeur d'exemple et attestent la relation forte qui est nouée entre l'Arménie et la francophonie. Le Premier ministre arménien n'a pas manqué de rappeler les valeurs humanistes qui soudent la communauté francophone, la démocratie et la défense des droits humains. Et c'est avec la même verve que le président français a défendu la diversité d'une famille unie autour de la même langue et de valeurs communes. Emmanuel Macron qui appelle aujourd'hui à l'élaboration d'une nouvelle charte de la francophonie. Quel est le bon périmètre de la francophonie ? Faut-il se contenter, pour entrer dans notre famille francophone, de prendre quelques engagements en matière de langue française ou de respect des droits de l'homme ? Ou faut-il se prévaloir d'accomplissements, de réalisations concrètes ? Ne devrions-nous pas être plus exigeants avec nous-mêmes et ne pas chercher à aller toujours plus loin, mais à consolider déjà 84 que nous sommes ? Un plaidoyer visant à barrer la route à de nouveaux candidats non francophones, notamment l'Arabie Saoudite, dont la demande d'adhésion cristallise les tensions. Ce 17e sommet devrait être marqué par le grand retour de l'Afrique à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, après une parenthèse canadienne de 4 ans. Malgré les hommages rendus par le président français et le Premier ministre canadien, l'actuelle patronne de la francophonie, Michaëlle Jean, ne devrait pas obtenir le second mandat qu'elle a défendu avec acharnement. Toujours candidate, Michaëlle Jean a perdu mardi soir un soutien de poids, celui de son propre pays. Ottawa s'est rallié à Paris et à l'Union africaine, qui soutiennent depuis le début la candidature de Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères. Pour en parler, nous avons en ligne depuis l'Arménie Kadi Diallo, secrétaire général national de la francophonie en Côte d'Ivoire. Pourrions-nous savoir les enjeux de cette élection? Eh bien, vous savez, le sommet en lui-même est un immense enjeu puisque nous avons plusieurs instances et l'élection de la secrétaire générale, 4 ans après son élection, est ouverte. Donc, nous aurons aujourd'hui 2 dames, vous le savez, qui sont en lutte pour ce poste. Et en général, à la francophonie, nous procédons toujours par un consensus. Alors évidemment, nous avons la satisfaction que ce soit une femme, parce que la promotion du genre est une des missions les plus importantes aujourd'hui de la francophonie. C'est une cible, ainsi que celle des jeunes, qui est celle vraiment de toutes les attentions. Et il y a aussi des questions, à savoir si pour être secrétaire général de la francophonie, il faut être forcément originaire d'une zone entièrement francophone ou d'une zone qui souhaite promouvoir aussi la langue française comme ciment de notre action de solidarité et de coopération. Donc je pense que tous les États sont présents, venus en grand nombre, et il va falloir arriver consensus, et je crois que c'est la méthode que toujours prônait la francophonie et qu'une fois encore sera celle de tous les États membres de plein droit. Et quelles sont les chances des différentes candidates? Nous le rappelons, elles sont 2, une rwandaise et l'autre canadienne. Écoutez, je dois dire que les chances sont presque égales. Vous savez que les principaux bailleurs de la francophonie
c'est vrai, ont leur sensibilité, mais les pays africains sont très nombreux et ils sont aussi partagés sur le choix de la prochaine secrétaire générale qui surtout est jugée aussi, nous le pensons, sur l'action qu'elle a menée depuis 4 ans. Donc, toutes les chances sont intactes. Ce sera un huis clos qui sera dont les conclusions seront très, très attendues, puisque cette élection va se décider par les chefs d'État uniquement, sans aucun collaborateur. Ils seront à huis clos pour arriver à ce consensus. Vous savez qu'il y a des invités spéciaux à ce sommet, le secrétaire général de l'ONU, comme tous les opérateurs qui travaillent pour les parlementaires et pour les agences d'universités francophones dans le monde. Donc le monde scientifique, le monde intellectuel, le monde politique est là. Combien d'années durera le mandat de celle qui sera élue? Alors, le secrétaire général est élu pour 4 ans renouvelables. Madame Michaëlle Jean a été élue à Dakar en 2014, vous savez, après le président Abdou Diouf. Et aujourd'hui, évidemment, ce poste est ouvert et le Rwanda a décidé de présenter une candidate. Et nous espérons qu'on arrivera justement à ce consensus pour qu'il n'y ait pas trop de déchirement, puisque d'aucuns reprochaient un peu au Rwanda d'être un pays anglophone. Mais aujourd'hui, je crois que le Rwanda a décidé de résolument promouvoir cette langue française comme ciment de notre coopération. Merci à vous, Kadi Diallo, de vous être prêté à notre question. C'est moi qui vous remercie. Nous recevions à l'instant depuis Erevan, la capitale de l'Arménie, Diallo Kadi, la secrétaire générale nationale du bureau de l'OIF en Côte d'Ivoire. Justement à ce sujet, qui de Michel Jean, la sœur tante, ou de Louise Mushikiwabo, la grande favorite, sera élue secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie à l'issue du sommet d'Erevan. Jamais la capitale arménienne n'a connu un événement diplomatique d'une telle ampleur depuis l'indépendance lors de l'effondrement de l'URSS en 1991. Le 17e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie est une vitrine pour Nicole Pachinian, le nouveau Premier ministre réformiste arménien au pouvoir depuis mai dernier. Les arguments de Michaëlle Jean sur son bilan n'auront pas suffi. Nous avons su ramener dans le giron de la francophonie des pays qui s'en étaient un peu éloignés. Par exemple, les pays, je dirais, du portail asiatique. Autre argument, son action en faveur de l'éducation des filles et de l'émancipation des femmes. Insuffisant cependant pour éclipser des dépenses jugées faramineuses, telles que la rénovation de sa résidence officielle pour plus de 335 000 €. Une situation qui pourrait profiter à la Rwandaise Louise Mushikiwabo, son adversaire dans la succession plébiscitée par la France et le continent africain. Et la candidate du consensus ne cache pas son ambition. Notre organisation n'est pas vraiment où elle devrait être et surtout par rapport aux attentes des États, des gouvernements membres, je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus avec l'OIF. Louise Mushikiwabo pourrait bien devenir la première femme africaine à la tête de l'OIF. Dans son dernier tweet, elle remercie le Canada pour son soutien à une candidature africaine. Quelques dizaines de personnes se sont rassemblées devant un commissariat de Lima en soutien à Keiko Fujimori, leader de l'opposition péruvienne et fille de l'ancien président Alberto Fujimori, arrêtée pour blanchiment d'argent dans le cadre du scandale Odebrecht. Âgée de 43 ans, Keiko Fujimori a été arrêtée au moment où elle se rendait dans le bureau du juge pour être entendue. Keiko Fujimori devait être simplement entendue par le juge. Elle est finalement ressortie menottes au poing à la demande du parquet. Les autorités péruviennes accusent son parti d'avoir reçu des financements de campagne illégaux à hauteur de 1 million d'euros. Une arrestation surprise que dénoncent ses proches. Aujourd'hui, en l'arrêtant de cette manière, je pense qu'une grande injustice a été commise. Ce n'est pas ce qu'on attend de la justice. C'est politique et c'est tout simplement abusif. La justice soupçonne son parti, situé à droite de l'échiquier politique, d'avoir reçu de l'argent du géant brésilien du BTP Odebrecht pour financer sa campagne à la présidentielle de 2011.
Des accusations que Keiko Fujimori, 43 ans, a toujours niées. Dans la tourmente, la dirigeante de l'opposition peut compter sur ses soutiens. Les charges contre Keiko ont été montées de toutes pièces. Nous, le peuple péruvien, allons nous soulever. Ce pouvoir judiciaire est une honte nationale. C'est de la corruption. Les juges, les procureurs, tout le monde est corrompu. Au Pérou, d'autres personnes sont aussi visées par la justice, une vingtaine au total. L'affaire Odebrecht, un scandale de corruption qui éclabousse toute la région. Le géant de la construction a reconnu avoir versé pendant des années des pots de vin pour obtenir des chantiers en Amérique latine. Et l'actualité se poursuit aux États-Unis avec des vents d'une violence inouïe provoquant destruction et inondation. L'ouragan Michael a frappé de plein fouet le nord-ouest de la Floride et a poursuivi, rétrogradé en tempête tropicale, sa course vers la Géorgie, faisant au moins une victime. On parle de la plus puissante tempête en plus de 100 ans. La Floride, placée en état d'urgence, est frappée de plein fouet par l'ouragan Michael avec des vents à 230 km/h. Face au risque de destruction, des dizaines de milliers d'habitants ont été appelés à évacuer. Derrière moi, vous pouvez voir l'une des routes inondées. Et c'est la préoccupation principale des autorités locales ici. Elles craignent que l'eau atteigne entre 3 et 4 mètres. Elles redoutent aussi que tous n'aient pas évacué. Nous avons parlé avec le maire d'une ville de l'Ouest et il a déclaré que la moitié de la population de sa ville avait décidé de rester. Panama City, petite ville côtière du golfe du Mexique, est en première ligne de l'ouragan décrit comme extrêmement dangereux. Les habitants s'y préparent en barricadant leur maison à l'aide de planches de bois et de sacs de sable. Signe de l'anxiété qui règne à Tallahassee, la capitale de la Floride, les rayons des supermarchés se sont vidés. Les services météorologiques de la ville ont appelé la population à se plier aux ordres d'évacuation. Michael devrait s'affaiblir en traversant le sud-est des États-Unis dans la nuit de mercredi et la journée de jeudi, puis s'éloigner en direction de l'Atlantique vendredi. Et nous terminons ce journal, bien entendu, par l'information religieuse. Un célèbre athée australien finit par accepter le Seigneur Jésus-Christ. Il se nomme Bill Hayden, 85 ans, et était l'ancien gouverneur général de l'Australie. En règle générale, en tant que gouverneur général, Hayden a décliné cette fonction en 1989, déclarant qu'il était athée et la promesse du scout qui dit « Fais de mon mieux pour faire mon devoir envers mon Dieu » était en conflit direct avec ses convictions. En 2014, Hayden a été envoyé à l'hôpital après un accident vasculaire cérébral. C'est cet événement qui l'a finalement convaincu de l'existence de Dieu. Ainsi, après des années de négation de l'existence de Dieu, Hayden renonça à son athéisme et rejoignit l'Église. Après son baptême, Hayden déclare « Cela a pris trop de temps et maintenant je vais être dévoué. À partir de ce jour, je vais me porter garant pour Dieu. » Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur Lumière du Monde Télévision.